Déjà, première chose, avez-vous votre café, votre thé, votre jus de fruits, tout ce qui vous fait plaisir? Êtes-vous confortablement installé? Et si oui, c'est parti, zou pour le SOS Est comme c'est. Alors, je rappelle deux choses. Un, qui je suis, parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui regardent les vidéos et qui ne savent pas forcément qui je suis, même s'il y a beaucoup d'habitués. Donc moi, je suis Sandrine Donzel. Mon métier, c'est de décoincer les problèmes émotionnels et relationnels. Et je partage plein de ressources sur mon blog, blog.scomc.fr, et je vous propose ce rendez-vous. Donc en quoi ça consiste le SOS Escomc? Je l'ai rappelé ici. Toutes les semaines, vous m'envoyez des questions par mail, sandrine@escomc.fr, en précisant bien questions pour le SOS. Je les reçois le mercredi matin en direct. Je mets les petits numéros qui correspondent aux questions dans le bol, j'en tire une au sort et j'y réponds en 15-20 minutes. Les questions, elles peuvent poser sur quoi? Elles peuvent porter, j'ai dit que j'apprenais à parler lentement, elles peuvent porter sur quoi? Sur toutes les problématiques émotionnelles et relationnelles, donc avec les enfants, dans le couple, au travail ou par rapport à soi-même, j'ai des angoisses, je vais pas bien, etc. etc. Bon, j'imagine que vous êtes maintenant impatient et impatiente de savoir quelle est la question que je vais tirer au sort aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que vous pouvez évidemment intervenir, interagir en direct. Ça permet d'enrichir la discussion, peut-être d'aborder des choses auxquelles je n'avais pas pensé ou que je n'avais pas forcément jugé importante d'aborder. Donc, c'est parti. Je chausse mes lunettes. D'abord, je tire au sort la question. Hop, alors qu'est-ce que j'ai tiré comme numéro? La question numéro 7. Donc, je remets le petit papier pour la semaine prochaine. Je sauce mes lunettes cette fois-ci. Et je vais chercher la question numéro 7. Question numéro 7. La voici, la voilà. Alors, je me permets de ne pas forcément la laisser en anonyme, parce que ce n'est pas une question très personnelle. C'est Clémence qui me demande « Bonjour Sandrine, je suis enseignante en CE1 et certains de mes élèves copient sur les copains. Comment les responsabiliser face à cette pratique en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent, car on ne voit pas tout. Je sais que la vraie question est quelle est la place de l'erreur dans mon enseignement, ainsi que le rapport à l'erreur de vos enfants. Merci de vos lumières. De l'enfant, pardon. Merci de vos lumières. Alors, en voilà une chouette question qui va intéresser les parents et les enseignants et qui questionne effectivement le système éducatif et bien sûr que la place de l'erreur dans l'enseignement est la question fondamentale derrière ça. Quand un enfant ment ou copie, c'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce qu'il a à gagner quand il fait ça? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Parce que effectivement, alors pas que les enfants d'ailleurs, hein, les adultes aussi. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Ça, c'est le point que je traiterai après. Le premier point, il faut quand même savoir que notre cerveau a tendance à être très créatif, très innovant et à chercher les solutions qui vont lui demander le moins d'efforts possible. Et le cerveau peut effectivement imaginer que copier, bah, finalement, c'est pas mal. Et il faut quand même une certaine maturité pour comprendre qu'on ne travaille pas pour la note, pour le résultat, mais pour soi-même. Donc souvent, ça demande quand même une maturité, une réflexion, une projection sur le long terme qui n'est pas si facilement accessible que ça. Bonjour, je vois que vous arrivez petit à petit. Donc c'est Stéphanie qui m'a dit bonjour. Donc, nous sommes en train de répondre à une question sur les notes. Alors, je reprends mes propres notes, puisque je prépare un petit peu quand même toutes les questions pour au cas où. Donc, cette question de la maturité, déjà, elle est essentielle. Alors, c'est pour ça que dans certains pays, par exemple, on utilise les notes qu'à partir d'un âge suffisamment avancé pour que les enfants aient la capacité de prendre du recul sur ce qu'ils ressentent. Note ou évaluation. Le deuxième piège, c'est que l'évaluation, alors certains diront, bah, du coup, il faut supprimer les notes. Mais l'évaluation, se comparer, vérifier, est-ce que ce que j'ai fait, ça fonctionne, est-ce que c'est positif ou pas, c'est un fonctionnement naturel de notre cerveau. Notre cerveau évalue en permanence tout ce que nous faisons de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas besoin qu'il y ait des gens autour pour que le cerveau se dise « Oh là, t'as merdé » ou « Ah là, tiens, c'est plutôt pas mal ». Et donc, cette évaluation, elle est naturelle et elle est fondamentale, elle est utile. C'est ça qui nous permet de nous adapter aux situations, d'aller toujours chercher l'information. Quel est le résultat que j'obtiens? En systémie, on appelle ça un feedback. Quel est le résultat que j'obtiens?
Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce que ça me permet d'avancer? Ou au contraire, est-ce que ça pose des problèmes? Et ça permet de réajuster sans arrêt son attitude, sa façon de faire. Donc ça, vous ne pourrez pas supprimer le fait que l'enfant s'évalue. Et c'est bien là qu'est le piège avec les évaluations. Parce que l'enfant, il va se rendre compte à un moment donné qu'il s'est trompé. Soit il va s'en rendre compte par lui-même. Donc ça, dans des pédagogies type Montessori, on vise à ce que l'enfant se rende compte par lui-même qu'il s'est trompé et qu'il puisse rectifier par lui-même. Donc le fait de se rendre compte qu'on s'est trompé, ça n'est jamais agréable pour personne. D'accord ? Quel que soit votre niveau de confiance, votre maturité, tout ce que vous voulez, se rendre compte qu'on s'est trompé, ça fait aïe, oh, pas top. Alors, si en plus, comme dans notre système éducatif, vous avez une correction en rouge et une note, une évaluation, ah c'est pas top, voilà, et que cette évaluation soit sous forme de notes, de lettres ou de tout ce que vous voulez, c'est l'évaluation qui crée cet effet négatif, c'est pas la forme qu'elle prend. Si vous avez une évaluation derrière qui vient renforcer, vous vous rendez compte que vous êtes trompé, en plus vous avez une évaluation qui vient renforcer ça, en plus vous avez un commentaire peut-être désagréable de l'enseignant ou des parents, vous cumulez des sensations désagréables et ce sont ces sensations désagréables qui vont parfois amener les enfants à copier ou à tricher. C'est douloureux, donc je cherche des stratégies pour éviter d'être blessé. Alors on est d'accord que copier n'est pas forcément la stratégie la plus efficace, mais c'est une stratégie plus facilement accessible et qui demande moins d'efforts que de travailler, surtout si on a l'impression de travailler et qu'on n'y arrive pas, ce qui est parfois le cas de certains enfants en difficulté. Alors, comment on pallie à tout ça? La première réaction, elle serait souvent peut-être de punir ou de sermonner, de dire que c'est pas bien, de copier. On peut le faire et ça peut marcher. C'est pour moi, à mon avis, sur le long terme, pas l'attitude la plus efficace parce que ça repose sur est-ce que j'ai suffisamment peur des conséquences de la copie pour surmonter ma peur d'avoir une mauvaise note. Est-ce que je suis claire quand je dis ça? Parce que cette phrase a l'air un petit peu compliquée. En gros, je suis face à un choix. Si je me trompe, que j'ai une mauvaise note, je vais avoir plein de conséquences négatives, désagréables. Je vais avoir une mauvaise note, on va peut-être me forcer à travailler un peu plus, on va me dire voilà, qu'est-ce que t'as foutu, etc. Si j'aime pas l'école, on va me forcer à rester encore plus à l'école pour faire du soutien et blablabla et blablabla. Par contre, si je copie, peut-être que les inconvénients de la copie ou de la tricherie, finalement, sont moins pires que les inconvénients de mal travailler, enfin, pas de mal travailler justement, mais d'avoir une mauvaise note. Donc ça veut dire que du coup, il faut que les conséquences de « je me suis trompé » soient positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut dédramatiser. La bienveillance, ça n'est pas le monde des bisounours et on n'est jamais bienveillant quand on n'est pas exigeant. Si, oh mais c'est pas grave, t'as une mais c'est pas grave, c'est pas hyper bienveillant. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller au contraire chercher déjà qu'est-ce que l'enfant a ressenti, comment il s'est senti, pour l'aider à dépasser cette émotion désagréable. Donc cet accompagnement va minimiser l'effet désagréable de la mauvaise note. Et puis, on peut, en tant qu'enseignant, en tant qu'adulte, utiliser toutes les opportunités pour faire de l'erreur quelque chose de constructif, de génial, d'intéressant. Donc en tant qu'adulte, je pense moi qu'on a le rôle de montrer l'exemple. Je me suis trompée sur quelque chose. Alors on peut le faire en tant que parent et alors en tant qu'enseignant, on a des milliers d'occasions de le faire. On peut se tromper, parfois on peut même le faire exprès. On peut parler du processus. Qu'est-ce qu'on vit? Oh là là, je me rends compte. Oh, je me dis que je suis nulle hein, quand même. Oh là là, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Et après, de dire, mais c'est super, parce que comme je me suis trompée, eh ben, du coup, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Mais modélisez bien le processus qui est, c'est difficile, c'est douloureux au début. Et une fois qu'on a surmonté ce moment difficile, là, on peut voir tous les bénéfices qu'il y a à se tromper.
Donc là aussi, souvent, on veut passer trop vite sur c'est pas grave de se tromper, regarde, c'est génial. Il faut prendre le temps d'aller accompagner le ah, c'est pas grave de se tromper. Hein. Donc ça, c'est important. Ça veut dire aussi que dans le système éducatif, dans la classe, euh, utilisez les opportunités d'erreur. À chaque fois qu'un élève se trompe, dites-lui que ouais, c'est peut-être désagréable pour lui, qu'il a l'impression de s'être trompé, et qu'il se dit peut-être qu'il est un peu bête, un peu nul, ou je sais pas trop quoi. Ou questionnez-le là-dessus. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi, et quand tu te trompes, qu'est-ce que ça fait? Et ensuite, vous pouvez utiliser cette opportunité en disant, mais tu sais quoi? Grâce à toi, grâce à ton erreur, je me rends compte que peut-être j'ai mal expliqué ou tiens, on pourrait peut-être réfléchir à ça ou travailler sur ça. Donc à chaque fois qu'il y a une erreur, on en fait une opportunité. Remercier les enfants de faire des erreurs, de se tromper et de dire n'importe quoi. Entre guillemets n'importe quoi, parce que souvent ça n'est pas n'importe quoi justement. Donc ça, c'est vraiment important parce que du coup, ça va dédramatiser l'erreur. En tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? J'avais vu une vidéo il y a quelques temps sur une femme entrepreneur qui expliquait, qui parlait de son enfance. Et elle disait, je crois que mes parents ont fait quelque chose de génial pour moi, en tout cas mon père. Tous les soirs au repas, ils avaient une discussion. Et contrairement à ce qui est parfois préconisé, elle disait, notre père ne nous demandait absolument pas qu'est-ce qu'on avait fait de positif, qu'est-ce qu'on avait fait de bien, qu'est-ce qu'on avait fait de satisfaisant. Il nous disait, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur aujourd'hui? Sur quoi vous êtes-vous trompé? Et quand on n'avait rien à lui dire, il disait, alors vous n'avez rien appris. D'accord? Donc ça, c'est une super façon de montrer que l'erreur est quelque chose de positif, de fondamental. On n'apprend pas si on ne se trompe pas. Donc notre rôle d'adulte, c'est d'inciter les enfants à se tromper tout le temps, le plus souvent possible. J'exagère un petit peu, parce qu'il faut quand même réussir pour bâtir sa confiance en soi, mais inciter à se tromper, apprendre que se tromper, c'est une bonne chose, c'est quand même l'essentiel. Donc je vous ai donné là quelques petites astuces. On pourrait en imaginer d'autres. Par exemple, il y en a une qui me vient, la copie par exemple. Là aussi, plutôt que de punir et de dire ouais, c'est pas bien, etc. Pourquoi ne pas en faire un système? L'appel à un ami. Vous avez une évaluation, il y a une question à laquelle vous ne savez pas répondre, vous avez le droit d'aller appeler un ami. Alors vous pouvez mettre les règles que vous voulez, c'est une seule question sur toutes celles de l'évaluation peut-être. Donc ça c'est intéressant parce que ça aide les enfants à prioriser, à hiérarchiser, à se poser la question de qu'est-ce qu'ils savent bien et qu'est-ce que peut-être ils savent un peu moins bien. Ça peut être sur toutes les questions, alors là ça peut être un peu le bazar, donc il faut le réguler. Mais utilisez vous aussi en tant qu'enseignant ou en tant que parent toutes ces opportunités, plutôt que d'essayer de canaliser, de cadrer, utilisez le système, utilisez l'inventivité naturelle des enfants pour en faire une force. Les principes de tutorat, ça peut être chouette, voilà, de faire un contrôle. Tiens, une idée qui me vient là. Vous demandez aux enfants de faire un devoir par deux, ok? Et vous leur demandez de le faire de la façon suivante. Il y en a un qui fait le devoir, celui des deux qui pense savoir le moins bien, c'est celui qui doit écrire les réponses, et celui des deux qui pense savoir le mieux, et ben lui, il doit expliquer à l'autre ce qu'il a compris. Voilà, une astuce. Donc il y a plein de petites techniques comme ça qu'on peut imaginer, inventer, pour pallier ça, pour montrer que la copie, finalement, ça n'est que de la coopération. Moi-même, j'étais très 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 bonne élève en classe, je le dis sans prétention aucune, et je favorisais très souvent la copie de mes petits camarades, voire même en cinquième, au collège, comme j'avais tout le temps 20 en dictée, en fait mes camarades de classe, depuis le fond de la classe, faisaient circuler une feuille où chacun écrivait les mots qu'ils ne savaient pas écrire, ça venait jusqu'à moi, je la mettais dans mon sous-main, j'écrivais en face comment ça s'écrivait juste, et je refaisais passer la feuille en sens inverse, comme ça tout le monde pouvait reprendre. Alors tout le monde était hyper discipliné, ne corrigeait pas toutes les fautes, pour que tout le monde n'ait pas 20, que ça se voit pas trop, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors en termes d'apprentissage pour mes petits camarades, je suis pas sûre que c'était très efficace, mais surtout intéressez-vous à comment les enfants peuvent coopérer entre eux. Alors Lenka me dit, quelle est la question? C'est vrai que quand on attrape en cours de route, la question, Lenka, est la suivante.
Je suis enseignante à CE1 et certains de mes élèves copient sur leurs copains. Comment les responsabiliser face à cette pratique en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent, car on ne voit pas tout. Voilà, c'est ça la question. Alors, dans la question, il y a aussi cette notion de responsabiliser les enfants. Responsabiliser, ça peut se faire par le biais, soit en individuel, avec de l'écoute active, donc attention, pas de morale, pas de sermon, et justement en questionnant. Ok, tiens, j'ai vu que tu avais copié, donc vraiment en dédramatisant, j'ai vu que tu avais copié. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait de copier? Qu'est-ce qui fait que tu copies, toi? Et on va voir comment l'enfant répond. Et puis, donc retenez-vous bien toujours de sermonner et de faire la morale. Toujours questionner pour amener l'enfant à prendre conscience. Si vous faites la morale, son cerveau se ferme, il ne vous écoute plus. Ok? Ou alors il se trouve nul et boum, vous êtes reparti dans l'erreur. Donc tiens, et en copiant, qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'en copiant, on peut aussi apprendre des choses sur le sujet. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser toutes ces situations qui peuvent être vues comme des problèmes hyper positivement. Voilà, bon, j'ai dit pas mal de choses. Je voulais dire une chose plus globale, donc je ne suis pas, moi, contre l'utilisation des notes et des évaluations. Comme je l'ai dit au départ, je pense que c'est juste indispensable, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne spontanément. C'est surtout extrêmement important de se questionner sur l'utilisation qu'on en fait. Et de voir comment le vivent les élèves, comment on peut pallier aux inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients à l'évaluation, et il y en a aussi à ne pas évaluer. Hein. Donc comment on pallie aux inconvénients de l'évaluation, et on voit que l'évaluation peut amener comme inconvénient la copie. Je me souviens, il y a quelques années, j'écoutais la radio et il y avait des sites qui proposaient de faire... Vous envoyez le sujet d'un devoir à la maison, vous payez 10 euros, 15 euros, 20 euros, et quelqu'un sur un site internet, vous faisiez votre devoir à votre place. Donc déjà, c'est un tri par l'argent, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, un proviseur de lycée à la radio s'offusquait de cette pratique et trouvait ça parfaitement affreux, etc. Et en même temps, tant qu'on ne s'intéresse qu'à la note et pas au processus, et automatiquement, on va arriver là-dedans. Voilà, donc la question c'était ça, c'était sur qu'est-ce qu'on fait quand les enfants copient. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires pour ceux et celles qui sont là depuis le début. J'en profite pour rappeler les événements. Je vous ferai un petit récap après de ce que j'ai dit en quelques minutes. Les événements, c'est la semaine prochaine, le SOS comme c'est ne sera pas en direct parce que je suis en intervention ailleurs toute la journée. Mais vous pouvez quand même envoyer vos questions. Donc qui peuvent porter sur les problématiques émotionnelles et relationnelles dans la famille, avec les enfants, dans le couple, au travail, de vous par rapport à vous-même. Vous pouvez quand même envoyer vos questions. Je tournerai une petite vidéo et je la mettrai en ligne probablement jeudi. Donc Val me dit très intéressant, en IEF ça me conforte, super. C'est vrai qu'en IEF c'est plus simple parce qu'il y a moins le groupe, on est dans un processus qui est plus centré sur l'enfant individuellement. En groupe c'est parfois un peu plus compliqué. Alors je finis sur mes événements et je reviens après sur vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à poser des questions ou à réagir. Donc je disais pas de SOS comme c'est en direct la semaine prochaine, mais il y en aura un, donc envoyez vos questions à l'adresse sandrine@scomc.fr. Ça sera dans la description de la vidéo. La conférence sur la fratrie le 6 février à 20h30 à Sessuel. L'info, là aussi je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous retrouvez l'info sur www.scomc.fr. Je serai aussi en conférence à Porte-les-Valences le 12 février, un mardi soir, sur le burn-out, l'épuisement. Là, j'ai pas toutes les infos, je sais pas si ce sera ouvert à tout le monde, donc je vous redirai ça dans le courant de la semaine prochaine. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, d'autres réactions. Je mets mes lunettes parce que, bon, vous aurez compris que voilà. Non, à part Val qui me dit que ça la conforte en IEF. Donc IEF c'est instruction en famille, donc des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le système scolaire classique. Évidemment que ça suppose cette problématique de l'enfant copie, ça suppose de réfléchir d'une manière globale aussi au système. Alors c'est parfois difficile pour les enseignants
individuellement entre guillemets, de lutter contre le système, parfois aussi contre les réactions de certains parents qui ne vont pas comprendre pourquoi on n'est pas plus, t'as eu une mauvaise note, c'est pas bien, etc. Ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler en coopération entre les enseignants et les parents pour pouvoir justement discuter de ça, mais c'est pas toujours simple. Voilà Clémence, j'espère avoir répondu à votre question sur la copie. Je rebondis parce qu'il y a un des points importants là-dedans aussi dans ce que j'ai dit ce matin, qui est vraiment sur utiliser tous les problèmes comme des opportunités. Qu'est-ce que je peux faire de ce problème, un enfant copie qu'est-ce que ça peut apporter à tout le monde? Qu'est-ce que ça peut apporter, enrichir dans la classe? Parce que du coup, ça amène à réfléchir sur plein de choses. Ok. Stéphanie me dit, première vidéo pour moi, bah bienvenue, alors je suis ravie que vous découvriez, j'ai adoré, merci pour vos réponses et astuces, je vais continuer avec plaisir de vous suivre. Merci Stéphanie, et merci à tous et à toutes, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être fidèles au poste depuis très longtemps. Je viens de découvrir il y a peu qu'en octobre de cette année, mon blog va fêter ses 10 ans. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est un truc de fou. Donc on fera quand même peut-être un événement ou quelque chose pour fêter ça. Je vous dis bonne semaine à tous et à toutes. Envoyez vite vos questions à sandrine@scomc.fr en précisant bien question pour le SOS de la semaine prochaine. Si votre question que vous avez posée cette semaine n'a pas été tirée au sort, renvoyez-la. Merci pour votre énergie. Oui, ça fait partie de moi, ça. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Au revoir à tous et à toutes et à très bientôt.